Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce JT sur Maritima TV. Dans l'actualité de ce jeudi 5 juin, à l'appel de la CGT, ce jeudi était donc une journée d'action et de grève, tandis qu'à l'Assemblée nationale, les députés communistes proposaient une résolution pour l'abrogation du texte sur la réforme des retraites. À Marseille, les manifestants ont marché sur le Vieux-Port vers la porte d'Aix en fin de matinée. Sur une banderole en tête du cortège, on pouvait lire « On ne bat pas en retraite ». On écoute Jessica Jadet, la secrétaire départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône. Elle est au micro de Rémi Repontier. Le gouvernement, il continue à passer en force, que ça soit sur les retraites. Il ne veut pas revenir en arrière alors que la majorité des Français le veulent. C'est pas pour rien qu'ils veulent garder le pouvoir de manière illégitime, c'est pour dérouler sa politique de casse sociale, que ça soit sur la retraite, sur l'emploi ou sur les salaires. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on crée assez de richesse dans ce pays, et c'est le fruit des travailleurs, cette création de richesse, pour pouvoir financer la retraite, même à 60 ans, les salaires et l'emploi pour tous, pour pouvoir créer des richesses, créer des productions qui répondent aux besoins et des services publics qui protègent la population. Les bénéfices des entreprises, des plus grandes entreprises du pays, elles sont captées par les dividendes et elles sont ni reversées dans l'investissement industriel, ni dans les salaires. Et de l'autre côté, il n'y a jamais eu autant d'aides publiques versées à ces fameuses mêmes grandes entreprises. Donc il y a une double captation des richesses et ceux qui vivent sous perfusion de l'argent public, c'est bien les actionnaires et les capitalistes. Et pendant ce temps-là, nous, les travailleurs, on n'arrive même plus à se payer le loyer et à manger à la fin du mois. Donc on a raison de vouloir renverser les choses. Et oui, il y a de quoi financer la sécurité sociale et les retraites à 60 ans, ne serait-ce qu'en arrêtant les exonérations de cotisations sociales du patronat. Et la participation à cette manifestation de Marseille a été estimée à plus de 8000 personnes par les syndicats CGT 13 et à 700 par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Dans l'actualité également, une autre manifestation était organisée ce matin à Marseille, toujours pour protester, cette fois contre l'état des écoles. Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville pour dénoncer des promesses qui ne sont pas tenues par la municipalité. Si un plan est mis en place par la mairie actuelle pour rattraper le retard, il ne va ni assez vite, ni dans le bon sens pour l'association de parents d'élèves Solimams. Il y a de la colère, il y a du dégoût parce qu'on nous vend beaucoup à chaque fois de belles paroles où on nous dit que ça va être rénové, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Mais on a besoin en fait du concret, en fait on n'a pas besoin de paroles, on a besoin que vous veniez et que vous fassiez les choses. Aujourd'hui on a une école où la cour a glissé, il y a eu un glissement de terrain, elle est tombée et les enfants continuent à aller à l'école. On a une école où les toilettes ne fonctionnent pas et les enfants continuent à aller à l'école. On a une école qui menace de s'effondrer et les enfants continuent à aller à l'école. Je pense que ça fait assez d'exemples dangereux. En tant que maman, on est triste. On est triste de poser nos enfants dans ces conditions. Surtout qu'ils partent de la maison, on essaye de leur laisser un confort à la maison, un bon confort qui soit bien. Et on les dépose pas dans quelque chose qui est sain. Ce n'est pas sain l'endroit où on les pose. Réaction au micro de Flavio Noriga. Et puis dans l'actualité également à Marseille, une arrestation tourne à l'affrontement dans les rues. Hier aux alentours de 19h, une intervention policière dans le quartier de la Belle de Mai a dégénéré. Une mère a mordu un policier au bras pour l'empêcher d'arrêter son fils. Les agents ont dû faire face également à une résistance violente une fois sur place. 3 individus ont été interpellés et placés en garde à vue. En politique, il n'y aura pas d'augmentation des impôts. C'est en tout cas une promesse faite ce matin par le ministre de l'économie, Éric Lombard, interrogé sur la préparation du budget 2026, à 6 semaines de l'échéance que le gouvernement s'était fixée pour présenter ses choix budgétaires. Tout ça dans un contexte de croissance fragile, mais aussi de guerre commerciale. On prend à présent la direction de Grand Littoral avec une rencontre entre recruteurs et demandeurs d'emploi. France Travail a organisé la place de l'emploi sur le parking de ce centre commercial. Objectif, rapprocher les habitants des quartiers prioritaires de l'emploi, mais aussi les connecter à des recruteurs. L'événement visait aussi à proposer des solutions concrètes pour lever les freins à la mobilité. Un enjeu clé, vous le savez, pour les demandeurs d'emploi. Le reportage est signé Nordine Ali Saïd.
C'est un lieu qu'on essaye le plus possible représentatif de l'ensemble des freins et des opportunités qui sont relatives au sujet de l'emploi et de l'insertion. Je recherche un emploi pour l'été, juillet-août, donc je me suis dit c'était le moment pour venir. Je trouve que le fait que ça soit en plein air, mine de rien, ça donne un cadre plus détendu que quand c'est dans un lieu fermé. Donc c'est des échanges plus agréables et peut-être que le recruteur peut mieux nous connaître à ce moment-là. On a la chance d'avoir déployé 1000 contrats CIE, contrats initiative emploi, qui est une aide financière que l'on donne à toutes les entreprises qui recrutent aujourd'hui, avec justement cette spécificité. Le but, c'est de donner une aide financière aux entreprises qui recrutent des Marseillais, et surtout des Marseillais issus des quartiers prioritaires de la ville, qu'on va faire pour ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Ça reste notre mot d'ordre. L'idée, c'est aussi, au regard du territoire et des diagnostics socio-professionnels que les conseillers réalisent en situation d'entretien, d'identifier le frein premier ou principal ou perçu par les candidats. Et sur ce territoire-là, il est vrai que le premier perçu, c'est celui de la mobilité. Et c'était une édition réussie avec plus de 500 visiteurs sur la journée, soit 2 fois plus que prévu initialement. Prochain rendez-vous à Marseille le lundi 16 juin sur l'esplanade du J4. C'est à 2 pas du Mucem. Provence Grand Large vient d'annoncer la mise en service complète du premier parc éolien en mer flottant français. C'est au large du golfe de Fos. L'installation alimentera chaque année l'équivalent de la consommation électrique de 45 000 personnes. Pour rappel, ce parc de Provence Grand Large est un projet pilote avec 3 éoliennes flottantes installées à 17 km des côtes de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Retour à Marseille avec la municipalité qui s'attache à préserver et restaurer les parcs et jardins municipaux, mais aussi les espaces verts indispensables en milieu urbain pour un cadre de vie beaucoup plus agréable. 28 squares et 26 grands parcs ont ainsi déjà été créés ou rénovés depuis 2020, comme par exemple le parc de la Moline, espace de verdure de 11 hectares niché au cœur du 12e arrondissement et distingué par le label Éco-Jardin. Les réactions sont au micro de Rémi Ponty. Là, nous sommes sur un parc écolabellisé. Donc, c'est pas un parc à la française, un jardin avec un statut de jardin remarquable. Donc, on n'a pas des choses très ordonnées, bien construites. C'est un parc qui laisse toute sa place à la nature. Ce parc fait partie des parcs qui ont été aménagés, sur lesquels on a introduit cet arrosage intelligent. Pour pouvoir passer à l'arrosage intelligent, il fallait au préalable qu'on s'assure du niveau de qualité des réseaux d'arrosage. Puis nous posons des sondes tensiométriques au niveau des réseaux d'arrosage et du coup c'est la plante qui commande sa consommation d'eau. On va essayer de faire une explication simple. Et du coup quand il n'a pas plu, on est dans des pics de température haute, elle a soif, elle demande son eau et la sonde commande de l'eau et le réseau d'arrosage démarre. S'il a plu, s'il y a eu de gros orages, le déclencheur ne se fait pas puisque la plante n'en demande pas. La ville plus verte ne pourra être à l'orée de 2030 ou 2050 plus verte que si on est capable, 1, de sauvegarder l'existant et 2, d'avoir une vraie politique d'adaptation à ce réchauffement climatique. Vous habitez le quartier, qu'est-ce que vous en pensez de ce parc de la Moline ? Oh, c'est très bien, j'habite juste à côté là, et ça me permet, quand j'ai pas énormément de temps, d'aller un petit peu marcher là. Il y a pas mal d'animaux, il y a des chats qui je vais donner un petit peu à manger. Et les végétaux, vous les trouvez comment ? Oh, de temps en temps, ils renouvellent les arbres, là. Oui, puis c'est propre dans l'ensemble. Est-ce que vous connaissez les arbres sous lesquels vous vous promenez ? Les cèdres et les pins. Ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais, à la rigueur. Et vous venez avec votre chien, il s'appelle comment ? Cisco. Cisco, avec l'accent. Exactement. C'est plus qu'un parc, c'est un lieu de vie. Pour moi, oui. Allez, on ouvre une page sport dans cette édition. Elle fait parler d'elle partout, même là où elle n'est pas. Loïs Boisson, 21 ans, incarne la nouvelle étoile montante du tennis féminin français. Talent, travail, mental. Son ascension impressionne autant qu'elle inspire. À l'Open féminin de Marseille, Mathis Muru est allée à la rencontre de supporters ou de joueuses. Et tous sont conquis par son parcours à Roland-Garros. C'est exceptionnel ce qu'elle fait et je suis vraiment très très heureuse pour elle et très heureuse aussi pour le tennis féminin français. Ça fait du bien de voir ça et j'espère qu'elle va aller au bout. En tout cas, moi je crois à fond en elle et je pense qu'elle peut le faire.
Ça va être certainement dans sa carrière le plus gros budget financier qu'elle va gagner. Et on est vraiment derrière elle et on la soutient en espérant que d'un coup elle aille jusqu'au bout du tournoi. Ma fille qui habite Paris a vu son match sur le Central lundi contre Pegula. Elle a été enthousiasmée. Et moi, je l'ai vue à la télé comme tout le monde, emballée aussi. Et aujourd'hui, j'espère qu'elle va se débrouiller, pourquoi pas gagner Coco Gauff. Je suis très contente pour elle et bien sûr, on est tous derrière elle pour sa demi. Je pense qu'elle peut vraiment faire quelque chose d'écrire l'histoire, enfin c'est ce qu'elle est déjà en train de faire, mais faire vraiment quelque chose de sympa. Donc non, on va regarder ça cet après-midi, je crois que ça joue, donc on va la soutenir de loin, quoi. En sport, toujours ce dimanche, ce sera la 25e édition de la course des embruns du côté de Saucé-les-Pins. Et elle devrait encore une fois tenir toutes ses promesses. Un peu plus de 11 km entre mer et colline pour un moment, et qui s'annonce à la fois sportif et convivial. L'association Courir à Saucé, organisatrice de cet événement, est déjà mobilisée. Écoutez ce reportage de Karim Attab. Les dossards sont partis à vitesse grand V, 1200 inscrits et comme on dit en football, un guichet fermé pour la 25e édition de cette course entre mer et colline. L'association Courir à Saucé est dans les starting blocks à quelques jours du départ de la course des embruns, comme l'indique le président Philippe Lacuesse. Non, tu as raison, on est dans le money time comme on dit. Voilà, on a l'habitude puisque c'est la même équipe qui s'occupe de l'organisation depuis 2012. Donc on commence à être rodé, mais on est toujours à essayer de perfectionner pour que les coureurs prennent de plus en plus de plaisir. Les 3 derniers jours, ça va être quoi ? Les 3 derniers jours, ça va être essentiellement la logistique, se mobiliser. Chacun fait le point sur ses missions et regarde un petit peu les dernières tâches à accomplir de manière à ce que tout se passe au mieux. On est tous rodés, mais on a toujours une attention jusqu'au dernier moment pour que tout se passe bien. 11 km 200 avec quelques difficultés pour 2 ravitaillements avec une météo annoncée plutôt encourageante en cette fin de printemps. Petite découverte du parcours et de ses subtilités avec le président. Ce qui fait le charme de cette course, c'est qu'il faut quand même bien gérer sa course. Donc la course part de la Corniche en face du restaurant L'Ermitage, fait une petite boucle vers Carry, revient devant le podium qui sera animé par Kamel encore une fois cette année, rejoint le port de Saucé et va chercher le quartier de la Roselière où là on rentre dans la colline et c'est là où il faut avoir gardé suffisamment pour la première difficulté qui est une petite côte, on va dire, qui sous le soleil qui peut faire du mal. Au top départ de cette 25e course des embruns, Fouad de la Trèche, quadruple vainqueur et recordman de l'épreuve, visera la passe de 5. Mais attention à la jeunesse représentée par les 2 coureurs du MSA, Ayoub Hamidesh et Shakib Djadoun, en grande forme actuellement. Et le coup d'envoi sera donné donc ce dimanche à 9h sur la Corniche à Saucé-les-Pins, juste en face de l'Ermitage. Alors sachez qu'il est conseillé d'arriver assez tôt car plus de 1200 participants sont inscrits. Le trafic s'annonce déjà chargé. Et on va terminer cette édition avec un détour à Martigues du côté de Paradis-Saint-Roch qui s'apprête à fêter ses 50 ans. 2 jours de célébration sont prévus dans le quartier demain et samedi. Suite de notre série donc dédiée à ce quartier Martégal. Parole donnée aujourd'hui à Lucien Franceschetti. À 86 ans, il fait partie des anciens du quartier. Aujourd'hui veuf, il se souvient avec nostalgie de ces moments passés à Saint-Roch. C'était un quartier vachement bien, bien. Il y avait la pizzeria, on mangeait le samedi, on montait, on était toute une équipe de copains, on faisait karaoké, c'était la belle époque. On mangeait la pizza, on discutait, on regardait des matchs de l'OM, de foot. C'était super. Je vous parle il y a 25-30 ans. Tout le monde se connaissait, il n'y avait pas de problème. À l'époque, il était bien. Là, j'y suis bien, moi. Ça fait des années que j'y suis et je vais mourir ici. Et c'est quoi donc justement que vous avez vu changer au fur et à mesure du temps? La mentalité des gens, il n'y avait plus la même affinité avec les gens, vous savez, c'était chacun pour soi. Voilà. Et parlez-moi justement de cette ambiance entre les voisins, ça discute beaucoup? On discutait, on faisait des repas ensemble, le repas des voisins, et ça s'est perdu. Hein. Plus personne, moi depuis que ma femme est décédée il y a 4 ans, on ne fait plus rien. Là-bas, les jeunes qui jouent au ballon, tout ça c'est bien, je trouve que c'est bien. Mais je veux dire, le quartier de lui-même, il s'est dégradé. Maintenant, il n'y a plus rien. Moi, je ne monte plus. Hein. D'abord, le jeu de boules, il y a plein de pierres, d'herbes qui poussent. Et maintenant, on joue à Croix-Sainte, nous. À la poste de Croix-Sainte, on s'est fait une équipe de copains et on joue là-bas.
Et ça vous rend triste, entre guillemets, de vous dire que vous n'avez plus votre terrain de boules dans Eh oui, voilà, que j'étais à côté, moi. Je montais à pied avec mes boules. Ma femme, quand elle avait fini le boulot, elle a travaillé à l'hôpital, elle venait me rejoindre avec ses copines. On buvait un court-bar sur la terrasse. C'était sensationnel. Micro tendu par notre globe-trotter des quartiers Joe et Temple. Et pour découvrir le témoignage de Lucien, mais aussi ceux des autres habitants rencontrés, rendez-vous sur maritima.fr en version podcast. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.